C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, ça va bien. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Floradin Peterson, je suis candidat en doctorat en nutrition animale et dans le cadre de mon doctorat, je compte m'intéresser particulièrement à la nutrition phosphocalcique de la cochette de remplacement et des truies en reproduction, d'où le choix du titre de la présentation de ce matin, favoriser la santé osseuse des cochettes pour améliorer leur longévité. Alors, mes travaux en doctorat sont dirigés par Marie-Pierre et par Candido, puis en collaboration avec un chercheur en Suisse qu'on appelle Patrick Schlegel. Alors, sans plus tarder, en guise d'introduction, nous allons tout d'abord essayer de répondre à la question de pourquoi s'intéresser à la santé osseuse de la cochette. Mais pour que ça soit clair pour tout le monde, avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, vous allez voir dans mon titre que j'ai mis santé osseuse, mais c'est pour faciliter la compréhension de tous. Mais pour les fins de cette présentation, je vais m'en tenir seulement sur le concept de minéralisation osseuse qui fait référence au contenu minéral osseuse. Et à chaque fois que vous verrez que je parlerai de ces termes, et puis vous saurez en fait que je fais allusion à la santé osseuse des cochettes. Et pour débuter, on sait que tous que ces dernières années, les progrès de la sélection génétique ont permis le développement d'une longue lignée de truies qu'on appelle aujourd'hui des truies hyperprolifiques. Et comme avantage, ces truies vont produire plus de 3 porcelets de plus que leurs congénères en 1980 et leur productivité numérique seront également améliorées et vont passer de 16,4 en 1970 à plus de 26,6 porcelets aujourd'hui, soit une augmentation de plus de 10 porcelets sévrés par truie et par an. Mais cependant, ces truies sont plus sensibles aux déficits nutritionnels et vont présenter un appétit limité en lactation. Et vous allez voir que malgré cela, ces truies vont donner naissance à des portées plus lourds et vont produire beaucoup plus de lait. Et en effet, si vous regardez le graphique de gauche, vous allez observer que le poids de naissance est augmenté de plus de 40% entre les années de 1965 à 2004. Et dans le graphique de droite, vous pouvez également observer une production laitière qui est multipliée par 4 entre 1935 à 2010. Et pour soutenir cette production, en raison de cet appétit limité, les truies hyperprolifiques ont tendance à mobiliser leurs propres réserves corporelles en fin de gestation et au début de la lactation. Et en ce qui concerne l'os, jusqu'à 15% des pertes, jusqu'à 15% des réserves osseuses peuvent être mobilisées. En effet, ces pertes peuvent être considérées comme des pertes inévitables au cours de la parité 1, mais l'alimentation peut quand même aider à réduire un peu. Et plusieurs études vont montrer que les réserves en fait, des truies d'origine hyperprolifique en fait, seront largement réduites à l'issue des 3 premières parités. Et ceci va affecter l'os, en fait, ça va provoquer une fragilité osseuse qui pourrait évoluer vers des boiteries. Et la batterie, en fait, va constituer des causes de réforme ou d'abattage de près de 25% des truies qui seront abattues après une première parité et près de 10% de celles après plusieurs parités. En conséquence, si nous considérons que les pertes de calcium et de phosphore osseuses sont inévitables en lactation et que la truie en parité 1 court beaucoup plus de risques pour développer des problèmes de minéralisation osseuse ou des problèmes de santé osseuse, la réponse à notre question de départ est très évidente. En effet, il faut essayer de maximiser la minéralisation osseuse si toutefois on veut que la carrière de notre truie soit longue. Passons aux stratégies pour maximiser la minéralisation osseuse. Mais tout d'abord, en fait, avant de passer, il faut savoir que le phosphore et le calcium sont les 2 minéraux qui sont les plus abondants dans l'os. Le phosphore dans ce groupe, par contre, sera en fait une ressource non renouvelable et parfois très coûteuse dans l'alimentation. On dit en fait c'est le 3e nutriment le plus cher dans l'alimentation des porcs. Et le phosphore est aussi connu sous le nom d'un élément pollueur très potentiel des écosystèmes aquatiques. En effet, lorsqu'il se trouve en excédent dans l'alimentation, il peut en fait se trouver dans les eaux de ruissellement en fait, par le phénomène de lessivage et d'érosion. Et par conséquent, son utilisation implique une optimisation de manière à réduire son excrétion afin de limiter l'impact environnemental qui soit associé. Et parmi les moyens qui existent aujourd'hui
pour réduire les quantités de phosphore excrétées dans l'environnement, notre équipe a déjà démontré qu'il était possible de maximiser la minéralisation osseuse des pores et de rattraper le retard de la minéralisation lorsque les pores restreints étaient alimentés dans le régime adéquat. Si vous regardez ici dans mon graphique, en fait, la courbe en fait, qui se trouve en noir, c'est la courbe en fait, où toutes nos pores avaient reçu des aliments vous le permettant en fait de réaliser leur potentiel. Et dans la courbe jaune, ce sont celles en fait qui étaient restreintes. Si vous regardez au deuxième phase, lorsqu'on augmente le niveau d'alimentation, vous allez voir en fait la courbe colorée en rouge. Lorsqu'on augmente au niveau de deuxième phase, vous allez voir en fait quand même il y avait un rattrapage très rapide. Et au troisième phase, pour la courbe en bleu, il y avait aussi un rattrapage. Alors, considérant cette même stratégie, en Suisse, il existe en fait une très grande problématique parce que en fait vous allez voir les cochettes sont élevées avec les porcs et jusqu'à l'âge de la sélection qui se trouve environ à 80 des fois jusqu'à 100 kg. Et puis à partir de là, ces cochettes vont recevoir en fait une alimentation avec un niveau de phosphore ne leur permettant pas de maximiser leur minéralisation osseuse. Alors par conséquent, dans cette étude, on a voulu réaliser en fait l'essai pour savoir si après une réduction du niveau de phosphore et de calcium de l'alimentation des cochettes en période de finition, si elles étaient capables d'induire de régulation pour augmenter l'utilisation de ces minéraux. Et aussi, on voulait aussi savoir si elles étaient capables de rattraper le déficit de minéralisation osseuse lorsqu'ils étaient nourris avec des niveaux adéquats en phosphore. Alors, pour notre section matériel et méthode, en fait, l'essai était constitué de 24 cochettes qui étaient alimentées en 2 phases. Et pour la première phase, qui était notre phase de déplétion, en fait, les cochettes étaient alimentées de 60 à 95 kg. Et pour notre seconde phase, qui est notre phase de réplétion, nos cochettes, en fait, étaient alimentées de 95 à 140 kg. Et pour chaque phase, il y avait 2 aliments. Pour la première phase, les cochettes étaient alimentées soit avec une alimentation à faible teneur en phosphore, qui était notre régime D-, qui était formulé pour contenir 60% des besoins estimés, ou soit avec un aliment D+, qui était notre régime adéquat en déplétion. Et en réplétion, on avait aussi également 2 régimes. On avait un régime R-. Le régime R- était adéquat et l'R+ était riche en phosphore. Et pour la distribution de ces traitements, à 60 kg, en fait, 2 porcs ont reçu aléatoirement, en fait, soit le D- ou soit le D+. Et puis, ces mêmes porcs qui étaient assignés à D-, D+, à 95 kg, allaient être assignés soit au traitement R- ou soit au traitement R+. Alors, ceci a résulté d'un total de 4 traitements. Le premier traitement, c'est un D-, R-. En fait, l'ensemble, c'est l'ensemble qui est formé par les traitements déplétion et le traitement réplétion. Et puis, tous ces traitements allaient répéter 6 fois. En fait, on allait aussi scanner les pores toutes les 2 semaines. Et les mesures comprendront le contenu minéral osseux du corps entier et le contenu minéral osseux en fait, dans les vertèbres lombaires. Et toutes les données de l'excès étaient en fait analysées selon en fait la procédure logiciel ça. Quand c'est pour déplétion, on les avait traités comme un bloc complet. Et pour la seconde phase, on les avait fait en fait selon un plan factoriel. Et puis pour les résultats de l'essai, on allait voir en fait, malgré on a réduit le niveau de phosphore dans l'alimentation, on n'avait aucun impact sur les performances de croissance. Parce que si vous regardez en fait, pour le CMJ qui traduit la consommation moyenne journalière et également pour le GMQ qui traduit le gain moyen quotidien, on n'avait aucun impact du traitement sur les performances. Et ceci était également observé en déplétion. Mais en revanche, durant la phase de déplétion, la réduction du niveau de phosphore dans l'aliment a engendré une diminution du contenu minéral osseux
tant au niveau du CMOC, MOC ici qui traduit le contenu minéral du corps entier, et CMOV qui traduit ici le contenu minéral des vertèbres. On a observé que les traitements qui étaient déficients en phosphore, en fait, qui était notre régime D-, on a observé des niveaux plus faibles versus notre traitement qui n'était pas carencé en phosphore. Mais par contre, en revanche, en réplétion, lorsqu'on regardait en réplétion, on avait vu que le contenu minéral osseux du corps entier des vertèbres était plus élevé lorsque les animaux étaient alimentés avec un régime riche en phosphore. Par exemple, si vous regardez ici, indépendamment des régimes distribués en déplétion, qui était notre D-D+, en fait, vous allez voir que lorsqu'on donnait en fait nos animaux le R+, on allait avoir beaucoup plus de minéral. Et ceci était aussi observé dans le corps entier que dans les vertèbres. Mais en revanche, en fait, si vous regardez, on allait voir en fait nos animaux qui étaient déplétés, c'est-à-dire nos D-, avaient déposé beaucoup plus de phosphore comparé en fait à D+. Et si on regarde ça d'une manière visuelle, et puis on va voir pour les deux groupes, lorsqu'on compare D-, R- versus D+, R+, si vous vous souvenez, le D-, c'était celle qui était déplétée versus celle qui est déplétée, on allait voir celle qui ne l'était pas. On va voir que les animaux qui étaient déplétés allaient déposer beaucoup plus de phosphore versus celles qui ne l'étaient pas, pour les deux régimes distribués en déplétion. Et puis, alors, cette capacité des animaux déplétés à déposer des minéraux allait les favoriser en fait un rattrapage assez rapide. Si vous regardez, par exemple, en fait, nos D-, R+, qui est colorié ici en vert et en bleu, il n'y a presque aucune différence entre le D+, R+, et le D-, R+. Ceci nous indique qu'il avait un rattrapage entre ces deux groupes. Il y avait également un rattrapage entre le D+, R-, et le D-, R-. C'est beaucoup moins évident sous formule graphique parce qu'il y avait beaucoup de variabilité, mais en fait, ceci n'était pas en fait différencié, il n'y avait aucune différence significative entre eux en termes d'analyse statistique. Et puis, comme conclusion, alors, on peut réduire l'utilisation du phosphore sans affecter les performances des cochettes. Et aussi, une stratégie de déplétion et de réplétion du phosphore et du calcium peut permettre aux animaux d'être plus efficaces à déposer les minéraux, comme on vient de le voir en fait avec nos aliments qui étaient restreints à partir de 60 à 95 kg. Et puis aussi, un régime riche en phosphore peut permettre d'augmenter davantage la minéralisation osseuse. Comme on a vu, le traitement riche en phosphore avait beaucoup plus de minéraux versus celle qui ne l'était pas. Et les résultats, en fait, en général, confirment la capacité des cochettes à récupérer leur retard de minéralisation osseuse. Alors que, message à retenir, en fait, il faut savoir que oui, on peut limiter l'utilisation du phosphore dans l'alimentation des cochettes. Et ceci aussi, tout en maximisant la minéralisation osseuse de la cochette, et ce qui va nous permettre d'améliorer la longévité. Je pense que c'est tout. Merci. Et si vous avez des questions, ça me fera plaisir de les répondre. Alors, on pourrait prendre quelques questions. Je vois une question de Frédéric. Alors, je te laisse la parole, Frédéric. Oui, Frédéric Fortin, CDPQ. Félicitations, Floradin, pour votre présentation. Peut-être la diapo, c'est 17, je pense. Juste comprendre, quand vous parlez le nombre de scans 2 semaines, ça, c'était à partir de 140 kilos. C'était comme suite à l'application de vos traitements? Oui, en fait, le scan, si vous regardez, en fait, il y a un bar qui sépare en fait la graphe. En fait, le bar, en fait, la première partie représente notre période de déplétion, où on avait en fait les deux traitements, le D+ et le D-. Si vous regardez, vous allez voir en fait une différence entre le vert et le bleu, en fait, quasiment. Du coup, en fait, et l'autre représente la phase de réplétion. Oui, les scans étaient, en fait, les valeurs que vous trouverez en abscisse, ce sont tous nos valeurs de scan, tous les scans qu'on a réalisés. Mais pour chaque animal, le scan a été réalisé aux 2 semaines. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Ben juste, c'était à l'intérieur de votre essai ou c'était après la période qui allait jusqu'à 140 kg? Oh non, en fait, c'était à l'intérieur de l'essai. C'était à l'intérieur de l'essai. Merci, Sarah. On a une autre question avec Raphaël Bertinotti. Oui, bonjour Florana, merci pour la présentation. En fait, ma question, c'était là, on a vu que les truies, les cochettes étaient capables de récupérer et de reminéraliser, mais ma question, c'était quand elles avaient subi une déplétion, est-ce que ça avait un impact sur la qualité des membres et le taux de sélection des cochettes à 95 kg? Non, on n'avait aucune différence parce que en fait, tous nos cochettes en fait, se comportaient très très bien et puis on n'avait noté aucune différence. On avait noté une inflammation en fait, au niveau des jambes, mais c'était beaucoup plus à cause au moment de l'apparition des chaleurs à 130 kg parce qu'en fait, il y avait en fait comment je pourrais dire ça, en fait, les cochettes montaient sur le dos des autres. C'était beaucoup plus à ça, c'était pas à cause de nos effets de traitement. On n'avait pas eu aucun effet, et puis que ce soit sur les performances ou sur visuellement sur l'apparition des signes. Ok, merci. Alors, compte tenu du temps, je laisserai une courte question à Christian. Merci pour la présentation. Je vais faire une question assez rapide. La question que j'ai, vous montrez très bien que la calcification osseuse, c'est un processus qui est dynamique. OK? On peut avoir de la déplétion et de la réplétion. Ça se passe en combien de temps? OK? Admettons que j'ai une mauvaise diète, OK? J'ai une truie, OK? En combien de temps, OK, ça va prendre pour avoir des problèmes? Et si je veux corriger, ça se passe en combien de temps? Bref, est-ce qu'on peut corriger ces facteurs-là en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 jours? Est-ce qu'on a une idée? Donc, vous montrez qu'on peut changer. Oui, c'est une très bonne question. Oui, en fait, tout dépend aussi de l'âge de la truie aussi. Tout dépend de l'âge de la truie. Je veux dire que, par exemple, en fait, vous allez voir, en fait, les dépôts des minéraux, en fait, ne sont pas statiques, en fait, pendant toute la durée, en fait, pendant toute la durée. Parce que si vous allez regarder, vous allez voir aussi, en fait, tout dépend, en fait, de la période dont vous avez commencé votre déplétion. Dans le cas de notre essai, à partir de 3 à 5 semaines, on avait déjà en fait on avait déjà commencé à observer en fait un rattrapage. À partir de 3 à 5 semaines après la déplétion, on avait déjà commencé à observer le rattrapage. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je vais avoir un ordre de grandeur. Merci beaucoup. Donc, 3 à 5 semaines pour changer le Alors, merci beaucoup, Floradin. Je demanderai maintenant à Hector Salgado